Lizzie présente Les aventures de Gabrielle Joly, tome 4, Le fantôme de Versailles, de Henri Lovenbruck, lu par Benoît Rivillon. Ce qu'il advint dans les précédentes enquêtes de Gabrielle Joly. Gabrielle Joly, après des études à Cantorbéry et Liège, arrive à Paris en mai 1789, au moment où commencent les États généraux. Le jeune homme, brillant et idéaliste, rêve de devenir un grand journaliste. Employé par son oncle au Journal de Paris, il s'y ennuie rapidement et s'intéresse davantage aux mystères qui se trament dans les rues de la capitale. La nuit, un justicier masqué, tenant un loup en laisse, vient au secours de pauvres femmes en assassinant leurs agresseurs. Décidé à faire ce qu'il appelle du journalisme d'enquête, Gabrielle Joly tente d'en découvrir davantage sur celui que l'on surnomme désormais le loup des Cordeliers, et dont le sort semble lié à un prisonnier oublié de la Bastille et au machiavélique colonel Duvillier. Lorsque le journaliste parvient à identifier le justicier masqué, celui-ci lui échappe. Gabrielle se lance alors à la poursuite du loup dans une chevauchée qui va le mener jusqu'en Corse, sur les traces d'une mystérieuse société secrète. Il arrête également un meurtrier qui sévissait dans les murs de la Comédie-Française. Au cours de ses investigations, Gabrielle se lie d'amitié avec plusieurs grands personnages de la Révolution, tels les avocats Camille Desmoulins et Georges Danton, l'écrivain Louis-Sébastien Mercier et l'intrépide Anne-Joseph Théroigne, mais aussi avec un ancien pirate salétain qui sévit dans le quartier de la place Maubert, le redoutable Récif. Alors qu'il a retrouvé le loup en Corse et mis la main sur un incroyable trésor, Gabrielle assiste impuissant à la mort de Laurette Printemps, la jeune bibliothécaire du couvent des Cordeliers, dont il est tombé éperdument amoureux et que le colonel Duvillier a assassiné avant de s'enfuir. Endossant désormais chaque nuit la secrète identité du loup des Cordeliers, Gabrielle Joly est décidée à découvrir la vérité sur le colonel Duvillier, porté disparu. Prologue. C'était une nuit de lune nouvelle et le ciel était d'un vilain noir. En ce 18e jour de septembre 1789, le corps principal du château de Versailles était plongé dans une obscurité que les lampes de la cour de marbre peinaient à dissiper. Le silence qui enrobait les lieux était de ceux que l'on rencontre, dit-on, aux heures où le destin retient son souffle. Tout juste entendait-on dans le lointain le tintement fragile d'un grelot, pendu sous la selle de quelques fiacres, et on eût dit le calme qui précède les plus grandes tempêtes de l'histoire. Dehors, une brume roussâtre flottait entre les ailes du palais, où l'on devinait l'ombre immobile des 100 Suisses qui faisaient leur police, hallebarde à la main, luttant contre le sommeil et le froid. Les tensions que Paris traversait les invitaient à redoubler de vigilance, et l'inquiétude régnait dans toute la maison militaire. Depuis la prise de la Bastille, chaque heure charriait la promesse d'un nouveau trouble, et le pays était encore plongé dans ces jours sombres où, à tout moment, des Français pouvaient tirer sur d'autres Français. Minuit allait sonner aux horloges du château quand Alexandre de Bron, sous-lieutenant de la 4e compagnie des gardes du corps du roi, sortit discrètement de la salle des gardes et, jetant çà et là des regards furtifs, comme s'il redoutait la présence d'un invisible témoin, passa devant l'escalier qui menait aux appartements privés de Sa Majesté. Pour n'attirer aucune attention, l'officier portait seulement une fine bougie dont il protégeait prudemment la flamme en entrant dans le cabinet de Monsieur de Noailles, capitaine des gardes du corps. À cette heure-là, la pièce était déserte. Eût-elle été découverte, nul n'aurait rien eu à redire sur l'excursion nocturne du sous-lieutenant. Il était, ce faisant, dans son plein droit. Mais de Bron tenait à sa discrétion. Les murs, il en était certain, avaient désormais des oreilles. D'un pas lent mais sûr, il parcourut le cabinet jusqu'à l'armoire où étaient conservées les archives des 4 compagnies. Dans son trousseau de clés, il trouva celle qui ouvrait le meuble, entama ses recherches, et le grand cahier consacré à la compagnie écossaise lui apparut enfin.
Veillant à n'y point faire couler de cire, il alla poser le livre sur le bureau du capitaine et, à la faible lueur de sa bougie, tourna les pages l'une après l'autre. Ce qu'il cherchait, il en était presque certain, devait se cacher dans les lignes de l'année 1769. D'une main fébrile, il parvint jusqu'à la dite section et survola la liste des noms que l'on y avait inscrits. Quand ses yeux tombèrent sur le patronyme qu'il avait espéré y voir, Alexandre de Bron ouvrit la bouche de stupeur. La mention griffonnée dans la marge ne laissait aucun doute. Décédé. Le sous-lieutenant se pétrifia dans la pénombre. La chose défiait l'entendement. Pouvait-il s'être trompé ? Cette découverte le plongea dans un effarement tel que son esprit s'y embruma. Et sans doute eût-il entendu entrer l'homme qui s'avançait derrière lui s'il n'avait été en proie à une si grande perplexité. Il fallut que l'ombre menaçante s'allongeât à la surface du bureau pour que M. de Bron, enfin, revînt à lui. Le cœur serré, le garde fit volte-face, juste à temps pour voir scintiller le métal froid de la lame qui s'enfonça d'un coup franc dans sa poitrine. Il eut alors seulement la force de souffler ces dernières paroles. « C'est vous. » Puis il mourut. Livre premier, où l'on voit apparaître un fantôme dans les allées du château de Versailles. Chapitre 1. À pas de loup. La nuit du 20 septembre 1789, à la faveur d'un répit que Paris semblait s'être accordé, les rues du quartier du Temple paraissaient calmes et silencieuses, et les rares fenêtres allumées aux façades des maisons répandaient sur les trottoirs de douces traînées luisantes. On eût dit que la capitale, éreintée, s'était enfin endormie. On se trompait. À minuit passé, dans un bruissement, une silhouette apparut à l'entrée de la rue des Filles du Calvaire, se découpant sur les rayons d'une lune d'argent. Et c'était bien une figure formidable, celle du justicier masqué que l'on avait surnommé le loup des Cordeliers. Très peu de Parisiens pouvaient affirmer l'avoir vu de leurs propres yeux. Et la rumeur disait que les rares malheureux qu'il avait croisés n'étaient plus là pour en témoigner. Cela était exagéré, bien sûr, comme le sont les légendes, mais ce que personne n'avait jamais vu, en vérité, c'était cette seconde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.